François-Xavier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors les derniers mois ont été agités boursièrement puisqu'on a vu que les émergents s'étaient pris une grosse claque, ils sont rentrés en marché baissier. Oui. Du côté des places européennes, eh bien, on a assisté à des grosses rotations sectorielles. On peut considérer que la value a connu une nouvelle débâcle, tandis que les valeurs de croissance visibles ont prospéré. Les États-Unis, Wall Street est au pinacle, tout simplement. Et on a bien perçu tout de même une réticence à l'égard du risque et des actions qui augmentaient ces derniers mois et ces dernières semaines. Mais on en arrive à un point, comme toujours, où on se demande si la réticence ne se mue pas en excès de prudence. Est-ce qu'il ne faut pas commencer à reprendre du risque ? En fait, chez Dorval Asset Management, on s'est réunis tout au long de l'été. Depuis le mois de juillet, on s'est posé une question toute simple, un peu en bon disciple de Warren Buffett. Faut-il acheter au son des canons de la guerre commerciale en particulier et de tous les risques politiques, de la montée des populismes qu'on a vu en Italie et ailleurs. Et jusqu'il y a quelques semaines, nous avions résisté à cette tentation parce qu'il nous semblait que malheureusement ces primes pouvaient continuer à monter et que la fragilisation des investisseurs pouvait continuer. Mais aujourd'hui, et vous avez raison, on atteint des points qui nous semblent extrêmes entre l'univers value, c'est-à-dire l'univers des valeurs qui sont pas chères, mais très vulnérables à la politique, au risque de ralentissement économique, par exemple, contre les valeurs de croissance qui sont plus solides par définition. On a une tension extrême, à la fois en termes de prix, on est au plus haut des valeurs de croissance en relatif à l'univers value depuis mars 2000. Et on a un graphique qui l'illustre. Voilà. Et c'est assez spectaculaire, parce qu'on voit une accélération. Ouais. Alors, je ne suis pas chartiste, mais si on était chartiste, on pourrait se dire que là, on est tout de même dans une phase dont on peut se demander si elle peut durer très longtemps. Oui, alors cette accélération, pour nous, chez Dorval Asset Management, on la juge comme essentiellement motivée par la divergence créée par la guerre commerciale. Et puis la crise italienne. Donc la guerre commerciale est venue fragiliser la croyance des investisseurs qui était très forte en début d'année, pour une croissance économique très forte dans le monde, en Europe, dans les émergents, voilà, homogène, synchronisé. Donc ça, c'est venu casser ça, donc ça a créé des divergences. Et les risques politiques qui sont apparus en Italie, par exemple, sont venus mettre à mal un des gros secteurs de l'univers value qui sont les financières. Donc on a eu finalement le bon vieux réflexe pavlovien, quand on ne sait pas finalement où les choses vont aller, on achète ce qui est le plus simple à comprendre, la croissance visible. Jusqu'à l'absurde, puisque par exemple, les valeurs de luxe en Europe ont très bien performé. Le VMH a pris 20-25% depuis le début de l'année, alors que les valeurs chinoises se sont écroulées. Or, le sous-jacent est le même. Oui, le VMH est un proxy de la Chine. Absolument. Les LVMH, les valeurs de luxe, sont complètement investies sur la classe moyenne émergente. Donc il y a ici un paradoxe qui est là, et qui ne me semble pas soutenable. Donc vous dites là, c'est le moment de revenir sur de la value, par exemple ? Alors pourquoi ? Voilà. La question c'est pourquoi. Un, il y a le signal de la valorisation qui commence à être vraiment extrême. Deux, il y a des signaux qui vont dans le bon sens. Alors le premier, ce qui est le plus encourageant, c'est en Italie, où moi, ce qu'on a appelé un peu le scénario portugais, c'est-à-dire un redéploiement du budget vers le soutien de la demande domestique, ce qui nous semble justifié d'ailleurs, mais en restant quand même très proche des limites imposées par l'Union européenne, avec un déficit budgétaire au maximum de 2% du PIB, et donc pas d'augmentation de la dette publique. Eh bien ça, c'est ce qui se dessine en Italie. Et si c'est le cas, les primes de risque qui restent considérables sur les obligations italiennes, sur les banques italiennes, vont se résorber, et les angoisses aussi sur le ralentissement économique européen vont aussi s'estomper, parce que si l'Italie va mieux ou moins mal, eh bien cette angoisse va diminuer. Ça, c'est un point très positif. Et l'autre point, alors je suis très prudent là-dessus, parce qu'il faut toujours être prudent avec l'administration américaine, mais il semble se dessiner aux États-Unis une guerre commerciale qui va continuer, mais qui serait contenue, et qui serait contenue essentiellement à l'axe US-Chine. Alors qu'avec l'Europe, on a vu cet été l'accord avec Juncker, un cessez-le-feu. On a vu aussi un accord avec le Mexique, plus récemment. On a tout de même des craintes concernant l'automobile. Alors, il y a toujours ce petit risque. Mais
Ce qui est très important ici, c'est si la guerre commerciale est contenue. Donc pas d'embrasement général. Voilà, c'est uniquement la Chine, peut-être un petit débordement au-delà, mais pas grand-chose. Les modèles économétriques sur lesquels les économistes travaillent suggèrent que, disons, s'il y a 500, 700 milliards en jeu, sur lesquels on a en moyenne une vingtaine de pourcents de droits de douane, bon, bah, ça, pour l'économie mondiale, ça vaut 0,1, 0,2 sur plusieurs années. Pourcent de croissance. Pourcent de croissance. Donc c'est vraiment À l'échelle de presque la planète. rien. C'est Ouais. presque rien. Et du coup, toutes les angoisses qu'il y a dans l'univers value sur une possible ralentissement mondial Deviennent outrancières. voilà, deviennent outrancières. Alors que A contrario, voilà, si on a l'embrasement, quel serait le coût? Alors là, le coût, par exemple, certaines études suggèrent que si on avait 10% de droits de douane sur l'ensemble des 18 000 milliards d'euros de commerce mondial, eh bien, on aurait une perte de PIB au niveau mondial de l'ordre de 2% au moins. Pas du tout la même histoire. C'est pas du tout la même histoire. Donc là, on est rasséréné par le fait que finalement, les choses, enfin la guerre commerciale demeure relativement circonscrite. Oui. Et au demeurant, on voit même une inflexion un peu dans l'attitude de l'administration Trump, puisque les dernières mesures à l'encontre de la Chine ont exclu un certain nombre de produits, et notamment sensibles et des produits critiques. Voilà. Je pense notamment aux terres rares, Voilà. parce que Donc, c'est le plus évident. Par exemple, et puis surtout, encore plus important à mon sens, c'est que pour l'instant, ce qui est soigneusement évité, c'est tout ce qui pourrait toucher un peu trop le consommateur américain. Or, nécessairement, si tous les produits chinois sont taxés, forcément le consommateur américain va le sentir. Et c'est là où il y a encore une incertitude électorale. On va voir le 6 novembre. Est-ce qu'avec cette guerre commerciale, Trump va réussir à sauver les sièges des républicains ou pas? Et là, effectivement, si ce n'est pas le cas, et les sondages suggèrent que ce ne serait pas le cas, eh bien, le soutien implicite, même contre la Chine, serait peut-être un peu fragilisé. Donc, on aurait un apaisement généralisé, et ça serait le moment d'en profiter en remettant de la value dans les portefeuilles, mais également des émergents. Oui, parce que ici, vous avez tout un agenda. Vous avez donc le budget italien à la fin du mois, vous avez les élections au Brésil en octobre, vous avez début novembre les élections de mi-terme, et puis ces fameuses négociations de Brexit. Tout un agenda politique. Tout ne se passera pas bien, nécessairement, mais les choses vont plutôt dans le bon sens en moyenne, et les primes de risque sont extrêmes. Et là où elles sont extrêmes, justement, ce sont sur les émergents. C'est là où elles sont les plus fortes. Aujourd'hui, vous avez par exemple le PER, le rapport court-bénéfice en Chine, c'est de l'ordre de 7-8. C'est le plus bas depuis 2009. C'est extrêmement bas. Et par rapport à Wall Street, c'est l'écart le plus élevé depuis très longtemps. Donc là, la Chine est punie, mais au-delà de la Chine, l'ensemble des pays émergents et des actions émergentes. Donc là, il y a quelque chose à faire, et il me semble qu'un retour au moins partiel vers les émergents se justifie. Quand vous parlez des émergents, est-ce que vous incluez, François-Xavier, la Chine, puisque vous dites finalement, la guerre commerciale a l'air de se limiter à l'axe américano-chinois. Donc la Chine est en ligne de mire. Oui, non, vous avez raison. La grande incertitude sur les valeurs chinoises, en fait, c'est pas tellement la croissance chinoise. Parce qu'on sait, on connaît cette administration, et on sait qu'ils feront tout pour protéger la croissance, pour relancer la consommation des infrastructures, et ils ont commencé. En plus, on sait qu'ils ouvrent leur pays pour essayer de diluer une possible alliance de Trump et des Européens contre eux. Donc ça va bien. Mais la grande incertitude, c'est quel est l'impact pratique des tarifs sur Corporate China. Et là, tant qu'on n'a pas les chiffres, ça va être un peu difficile, et la prime de risque peut se justifier à un certain niveau. Mais à un PER de 7, là, franchement, pour l'instant, juste un rappel, les derniers chiffres qu'on a, c'est que les profits en Chine montent de 10-12%. Donc là, on a une aubaine, voilà, selon vous, oui, dont il faut profiter. Oui. Donc la Chine également en portefeuille. En tout cas, il faut commencer à rentrer. Parmi les émergents, est-ce qu'il y a d'autres pays qui vous semblent particulièrement attrayants? La plupart, je dirais, des pays, mais il y a les taux, les obligations brésiliennes. Les taux réels sont énormes. Là, ça va se jouer largement en octobre avec les élections, mais la devise est déjà très basse. Les taux d'intérêt à court terme n'ont pas encore monté.
Et il est possible que la Banque du Brésil puisse résister. Juste un rappel, le Brésil a une inflation de 2 à 4% extrêmement basse. Ça ne justifie pas une hausse des taux. J'aimerais qu'on parle un petit peu des small caps aussi, puisqu'on a parlé de la value et on est resté très générique. Oui. Mais on a eu, là encore une fois, une déroute des small caps. Là encore, les valorisations sont suffisamment attrayantes pour qu'on commence à y aller, sachant tout de même qu'il y a toujours ce risque de liquidité qui fait qu'on doit peut-être être un peu plus prudent avec elles qu'avec Alors, les large caps. je pense que ce n'est pas pour moi une thématique générale. C'est qu'à l'intérieur des small caps aussi, il faut distinguer ce qu'on appelle donc le value et les valeurs de croissance. Et là, il faut clairement réorienter, c'est ce que nous commençons à faire, nos portefeuilles, vers donc, augmentation légère du risque de portefeuille, mais plutôt sur l'univers value. Question tout de même à propos des États-Unis, parce que finalement, il fallait être exposé au marché américain ces derniers mois. Est-ce qu'il faut tout de même conserver une exposition aujourd'hui, sachant que certes, on a la valorisation qui joue son rôle de force de rappel, mais on demeure dans un univers relativement incertain où les risques peuvent être tempérés. Vous l'avez dit, finalement, c'est peut-être pas aussi grave qu'on imaginait. Mais si finalement, c'est pas aussi bon qu'on l'espère, les États-Unis vont rester finalement le havre dans lequel se réfugier. Alors, il y a plusieurs éléments qui, pour l'instant, militent en faveur des États-Unis pendant encore quelques mois. C'est d'abord que le boom des profits continue. Cette année, il va y avoir une augmentation des bénéfices par action de 25%. Donc, notamment grâce au rachat d'actions. Grâce au rachat d'actions, mais grâce à la baisse des impôts également, et à l'impact du stimulus budgétaire sur l'économie. Donc tous ces trois impacts-là produisent 25%. 25%, c'est énorme. Donc forcément, le boom des profits et cette espèce de côté un peu d'atmosphère un peu invincible, Amérique invincible qu'on a aux États-Unis aujourd'hui, rend un scénario de retournement rapide relativement peu probable. Mais à terme, il faut se méfier. À terme, il faut se méfier. La valorisation n'est pas encore extrême. On est autour de 17,5 sur le PE médian. Mais, par exemple, les anticipations des analystes sur les prochaines années deviennent vraiment presque délirantes. Donc, il y a un excès de confiance qui arrive du côté des analystes financiers aux États-Unis sur Corporate America. Donc, il va falloir se méfier du marché américain un peu plus tard. Mais je pense que pour l'instant, le boom des profits, surtout 2018 et début 2019, va protéger encore un peu Wall Street. Donc on résume, il faut reprendre du risque, notamment sur la value européenne, mettre un doigt, voire un pied de nouveau dans les émergents, parce que là les valorisations sont indécentes. Exactement. Et on conserve une exposition aux États-Unis parce que pour le moment, les voyants sont au vert, mais on reste très vigilant. Oui, tout à fait. François-Xavier, merci. Merci Vincent.